Je reviens un petit peu à mon bilan pour vous clarifier quelque chose de très intéressant à ce stade, mais d'abord je dois préciser et insister sur un fait important par rapport à ces cours. Il s'agit en fait des cours que je construis au fur et à mesure, de sorte à ce que votre apprentissage soit progressif et que les notions de l'analyse financière soient faciles à assimiler. C'est pour cela que je vous conseille vivement de suivre ces cours depuis le début pour avoir cet effet magique d'apprentissage progressif et efficace. Je vous ai expliqué que cette partie-là des ressources stables doit financer ces emplois stables que vous avez à l'actif. Et pour savoir si c'est le cas ou pas, on fait simplement cette partie-là moins cette partie-là. Ce qui donne en finance notre indicateur FR, le fonds de roulement. On l'avait déjà calculé, ce FR égale à 13. Les valeurs sont en milliers d'euros, donc 13 000 euros. C'est simplement 83 moins 70. Et cela signifie qu'après avoir financé tout ce qui est actif immobilisé par les ressources de long terme, il nous reste encore 13 000 euros dans ces ressources de long terme. Maintenant, il reste à financer en fait cette partie-là qui représente des emplois instables. Et pour cela, on se sert d'abord de la dette fournisseur. Et ce qui reste encore à financer, ça représente un besoin en fonds de roulement. Ce deuxième indicateur, on le note BFR. Et dans cette situation, c'est clair, c'est 3 plus 5 moins 5. Ça fait 3. Donc ce BFR égale 3. Et je vous ai expliqué que la différence entre le FR et le BFR, ça donne la trésorerie de l'entreprise, c'est-à-dire l'argent disponible dans l'entreprise qui n'est pas encore utilisé. Alors je dois noter quelques remarques par rapport à ces calculs et ces indicateurs. D'abord, j'aimerais bien préciser par rapport à la nature de ces deux indicateurs. Le FR vient des ressources stables et des emplois stables, donc c'est un indicateur qui ne change pas d'une manière fréquente comme c'est le cas du BFR. Car le BFR va avoir une fluctuation en fonction de la variation de ces éléments instables dans l'entreprise. Si par exemple l'entreprise augmente le stock de marchandises, on va obtenir un autre BFR. Pareil si on règle une dette fournisseur ou une autre dette à tous ces mouvements qui sont générés par l'activité principale de l'entreprise vont faire en sorte que ce BFR va fluctuer à la hausse ou à la baisse. En règle générale, quand on a une activité très forte dans l'entreprise, on va avoir un besoin en fonds de roulement très important. Et quand c'est calme dans l'entreprise et il n'y a pas de vente, on va avoir un besoin en fonds de roulement très bas. Alors que l'évolution du FR est très stable naturellement. Car tous ces achats de l'actif immobilisé ne changent pas régulièrement et ça reste dans l'entreprise pour une longue durée. Et pareil pour ces ressources de long terme. Globalement, on peut structurer les données du bilan de la manière suivante. Au passif, on peut distinguer entre deux grandes ressources financières, le capital et les dettes à long terme, c'est ce qu'on appelle les capitaux permanents, mais aussi vous avez les dettes à court terme comme la dette fournisseur, la TVA à payer, les salaires à payer, etc. Et du côté de l'actif, on peut distinguer entre trois grandes masses bilantaires. Vous avez d'abord tout ce qui est actif immobilisé. Il s'agit globalement de tout ce qui est durable dans l'entreprise et qui n'est pas destiné à être vendu sur le marché pour faire des bénéfices. Et puis vous avez l'actif circulant hors trésorerie. C'est dans cette partie-là qu'il y a l'activité principale de l'entreprise qui génère des bénéfices. Et on y trouve principalement le stock de marchandises et les créances clients. Et puis au final, on a la trésorerie de l'entreprise, résumée principalement dans les deux comptes, la banque et la caisse. Alors si on fait les ressources de long terme, à savoir le capital et les dettes à long terme, moins l'actif immobilisé, ce qui restera de cette différence, c'est notre FR. Alors ce FR, c'est de l'argent qui reste après avoir financé tout ce qui est actif immobilisé. Je mets cet argent de côté et je calcule ensuite de combien de cet argent l'entreprise a besoin pour financer son activité principale. C'est bien ce qu'on appelle le BFR. Maintenant, pour calculer le BFR, on va faire l'actif circulant hors trésorerie moins les dettes à court terme. Pour simplifier ce calcul, je vais placer un petit peu ces parties autrement. Donc, je vais descendre cette partie-là en dessous et je vais mettre au-dessus la partie de la trésorerie. Vous voyez bien que si je fais cette partie-là moins cette partie, ce qui restera, c'est bien le petit morceau
qui représente le besoin en fonds de roulement. Maintenant, si je prends cet argent qui représente le fonds de roulement, je vais constater que c'est la même partie en fait qui représente la trésorerie et le BFR. Je peux réorganiser ces parties de cette manière. Dans toute entreprise, vous avez cette égalité entre d'une part le FR et de l'autre part le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. En règle générale, une fois que l'actif immobilisé est financé par les capitaux permanents, à savoir le capital et les dettes à long terme, l'argent qui reste de ces ressources, c'est notre fonds de roulement. Et ce fonds de roulement peut être composé de deux choses, à savoir le BFR, mais aussi de la trésorerie de l'entreprise. Alors, puisque ce FR est relativement stable, ce qui va changer dans l'activité de l'entreprise, c'est bien le BFR et la trésorerie. Quand il n'y a pas trop d'activité en entreprise, on ne va pas avoir besoin d'argent, donc la trésorerie va être plus grande. Et quand il y aura une activité très forte dans l'entreprise, on va avoir besoin de plus d'argent pour alimenter le cycle d'exploitation de l'entreprise, donc un BFR plus élevé. Et une trésorerie très petite, voire négative. Et donc, logiquement, la question qui se pose à ce stade, c'est de savoir la situation parfaite pour l'entreprise par rapport à ces indicateurs. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment utiliser ces indicateurs que je viens de vous présenter. Mais pour que vous puissiez bien suivre, je vais vous faire un petit rappel rapide de ces indicateurs. Merci de liker, ça m'encourage à continuer dans ce que je fais sur ma chaîne. Pour analyser la santé financière d'une entreprise, on décompose le bilan de la manière suivante et chaque partie de cette décomposition porte une information particulière de nature fonctionnelle. D'abord, au passif, on a les ressources financières. Et on suppose que les ressources financières stables dans l'entreprise, à savoir le capital et les dettes à long terme, leur fonction principale, c'est de financer l'investissement de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est durable dans l'entreprise. Et cette partie-là est représentée par tout ce qui est actif immobilisé. Et puis vous avez au passif aussi des dettes de court terme de différentes natures. Et ces dettes servent à financer tout ce qui est court terme au niveau actif, à savoir le cycle d'exploitation de l'entreprise représenté par l'actif circulant. Dans cette partie, il y a principalement le stock de marchandises et les créances. Et au final, ce qui reste une fois l'actif circulant et l'actif immobilisé est financé représente la trésorerie de l'entreprise. Il faut comprendre que les proportions de ces parties ne sont pas les mêmes d'une entreprise à l'autre. On peut avoir par exemple une entreprise avec beaucoup de dettes à court terme et moins de dettes à long terme, d'autres avec beaucoup d'actifs immobilisés, ou bien une trésorerie très grande. Bref, on peut avoir des situations différentes d'une entreprise à l'autre, mais ce qu'il faut bien vérifier dans un premier temps, c'est que les dettes à long terme dépassent l'actif immobilisé. Si ce n'est pas le cas, alors il y a un déséquilibre dans le financement de l'entreprise. Et pour cela, le premier indicateur à vérifier, c'est bien ce qu'on appelle le fonds de roulement. Et pour calculer ce FR, on fait les dettes de long terme moins l'actif immobilisé. Alors cette différence va nous donner notre indicateur FR. Et puis on fait les dettes de court terme moins l'actif circulant. Donc cette dette de court terme va financer toute cette partie-là de l'actif circulant. Et ce qui restera va être financé par le fonds de roulement. C'est pour ça qu'on l'appelle besoin en fonds de roulement, BFR. Et si on fait BFR plus la trésorerie, eh bien, on va arriver à la même chose que le FR. Vous avez ici cette égalité, le FR moins le BFR égale la trésorerie. On peut aussi écrire BFR plus la trésorerie égale FR. Bien, ça c'était pour le rappel. Maintenant, on va voir comment on peut interpréter ces indicateurs. Vous avez ici cette égalité importante entre d'une part le fonds de roulement et d'autre part le besoin en fonds de roulement et la trésorerie de l'entreprise. En fait, ce besoin en fonds de roulement est lié au cycle d'exploitation de l'entreprise. Mais d'abord, je vais vous expliquer cette question de cycle d'exploitation de l'entreprise avec cette image simplifiée.
En fait, ce cycle, ça représente l'activité principale de l'entreprise. Prenons cet exemple d'une entreprise qui fabrique des meubles pour les vendre sur le marché. Pour cela, il doit passer par ces étapes dans un cycle continu. Elle doit acheter des matières premières, les transformer en marchandises et puis les vendre aux clients et puis acheter à nouveau des matières premières et recommencer ce cycle d'une manière continue. Alors, ce qui se passe dans ce cycle, c'est que l'entreprise, avant de toucher l'argent des clients, elle doit supporter énormément de frais et charges avant cette étape-là. Et ce besoin d'argent pour acheter des matières premières, gérer le stock des marchandises, c'est bien ce qu'on appelle tout simplement besoin en fonds de roulement. Et donc, naturellement, ce BFR est très élevé quand il y a une activité très forte dans l'entreprise. Et quand l'activité baisse dans l'entreprise, on aura l'argent des clients qui va alimenter la trésorerie et donc on supportera moins de charges liées à cette partie du cycle d'exploitation de l'entreprise. Et donc à ce moment-là, la trésorerie de l'entreprise sera plus grande et le besoin en fonds de roulement plus petit. Par contre, quand il y a une forte activité dans l'entreprise, on va devoir supporter beaucoup de charges pour alimenter le cycle d'exploitation de l'entreprise, donc une trésorerie très petite, voire même négative. D'une manière générale, si je reprends mon exemple ici, j'ai un fonds de roulement de 13 000 euros et un besoin en fonds de roulement de 3, mais qui va fluctuer en fonction de l'activité. À l'inverse de ce FR qui est relativement stable parce que ça vient des ressources et emplois stables. En fait, si je veux illustrer ça d'une manière graphique, on va avoir ceci. Sur l'axe des abscisses, je vais représenter le temps et sur l'autre axe, l'argent. Vous avez un fonds de roulement stable à 13 ici. Ça représente notre FR. Et puis, vous avez le besoin en fonds de roulement qui va varier en fonction des cycles de l'entreprise. Si je prends par exemple une activité saisonnière liée au tourisme, je vais avoir un pic du BFR vers le mois de juillet août. Et vers les autres mois, l'activité sera très faible, donc pendant ces périodes-là, le besoin en fonds de roulement sera très bas. Ce graphique en rouge, c'est le besoin en fonds de roulement. On va exploiter un petit peu cette situation pour voir c'est quoi la situation idéale pour l'entreprise. On a ici une partie où notre besoin en fonds de roulement excède le fonds de roulement. Cela signifie que la banque est à découvert dans cette situation. Et là où il y a moins d'activité dans l'entreprise, il y aura de l'argent inutilisé dans l'entreprise. À votre avis, c'est quoi la meilleure situation pour l'entreprise? Est-ce que le cas où on est à découvert ou bien dans le cas où l'argent n'est pas utilisé? En fait, dans les deux cas, on est dans une situation d'instabilité pour l'entreprise. Par exemple, quand on a beaucoup d'argent qui traîne dans l'entreprise, cela peut faire l'objet d'une critique de la part des actionnaires qui apportent l'argent à l'entreprise pour être investi et dégager des cash flows. S'il reste un excédent de fonds de roulement par rapport aux besoins de fonds de roulement, cela peut être vu comme un manque d'idées d'investissement pour l'entreprise. Et cette autre situation est critiquable également parce que ça met l'entreprise dans une situation délicate par rapport à ses créanciers. Pour payer ses factures, par exemple, avec un manque d'argent dans la trésorerie. Donc, logiquement, plus on s'écarte de ce fonds de roulement, plus l'entreprise peut renvoyer une situation ou bien une image d'instabilité aux investisseurs. Si par exemple on a une autre évolution du besoin en fonds de roulement qui s'écarte très peu de ce fonds de roulement, alors dans ce cas, la situation financière de cette entreprise est plus stable et maîtrisée. Et donc l'idée principale pour une bonne gestion financière d'une entreprise, c'est de faire en sorte que ce fonds de roulement est utilisé au maximum sans laisser trop d'écart avec le besoin en fonds de roulement. L'une des stratégies utilisées pour combler un petit peu ces écarts qu'il y a entre BFR et le FR, dans le cas d'une activité saisonnière par exemple, c'est de diversifier ses investissements dans d'autres activités saisonnières qui présentent une évolution du BFR à l'opposé de celle-ci. Et comme ça, ce manque d'argent ici dans cette activité sera comblé par l'autre activité qui dégagera une trésorerie positive sur une même période.
Et pareil ici, le plus de trésorerie sera utilisé pour combler le manque d'argent dans l'autre activité sur une même période. Et avec une telle stratégie, on va avoir un besoin en fonds de roulement qui va évoluer presque au même niveau que le fonds de roulement. Dans le cas contraire, où on n'a pas des activités diversifiées et en même temps l'entreprise présente une évolution cyclique de son besoin en fonds de roulement, il y a plusieurs actions que l'entreprise peut effectuer pour avoir une situation très stable, toujours dans le cadre de l'analyse financière et plus précisément l'analyse de la santé financière d'un bilan comptable. Je vous expliquerai aujourd'hui d'une manière simplifiée comment le besoin en fonds de roulement n'est rien d'autre au fond qu'une question de délai de paiement. Restez jusqu'à la fin pour en savoir davantage. Je vais vous rappeler cette structure générale avant de passer à autre chose. Vous avez deux colonnes au niveau du bilan, l'actif et le passif. Au passif, on trouve le capital, les dettes à long terme et les dettes à court terme. Il s'agit simplement des ressources financières mobilisées par l'entreprise pour financer le projet de l'entreprise qui apparaît au niveau actif. À l'actif, on a d'abord l'actif immobilisé, puis vous avez l'actif circulant hors trésorerie et au final la trésorerie de l'entreprise. Je vous ai expliqué que les ressources de long terme, à savoir le capital et les dettes à long terme, doivent financer en premier lieu l'actif immobilisé. Et ce qui reste de ces ressources forme ce qu'on appelle le fonds de roulement. Et puis, pour financer l'actif circulant, on se base d'abord sur les dettes à court terme. Pour savoir si on aura assez de ces dettes pour financer l'actif circulant, on fait simplement l'actif circulant moins les dettes à court terme. Et cette différence nous indique combien il reste à financer de ces actifs circulants. C'est bien ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est bien cette partie-là qui reste des dettes à long terme une fois l'actif immobilisé est financé. Et logiquement, puisqu'on a toujours une égalité entre le passif et l'actif, ce fonds de roulement doit égaliser la trésorerie plus le besoin en fonds de roulement. Puisque ces ressources-là financent cet actif immobilisé et ces dettes de court terme financent une partie de ces actifs circulants. Donc, ce qui reste ici, à savoir la trésorerie et cette différence besoin en fonds de roulement, doit égaliser ce qui reste ici des ressources de long terme. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler davantage de ce BFR. Et pour cela, on va regarder de plus près comment ce BFR se forme. Pour que ça soit clair, je vais reprendre mon bilan d'avant et avec les différents indicateurs que j'ai déjà calculés, à savoir le fonds de roulement de 13 000 euros qui vient de la différence qu'il y a entre ces ressources stables et ces emplois stables. Et puis vous avez le besoin en fonds de roulement de 3 000 euros qui vient de la différence entre les emplois instables et les ressources instables. Et au final, la trésorerie de l'entreprise, à savoir le compte bancaire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment ça se forme ce BFR. En fait, si on regarde bien, on va remarquer que ce BFR est lié au délai de paiement, c'est-à-dire le délai accordé par les fournisseurs pour payer leurs factures et le délai que l'entreprise accorde aux clients afin qu'ils puissent payer l'entreprise. Pour bien saisir cela, je vais prendre quelques exemples. Si je vous dis par exemple que l'entreprise achète des marchandises de l'ordre de 2 000 euros et que ces marchandises restent en stock jusqu'à l'établissement du bilan. Est-ce que ce BFR va changer à la suite de cet achat de 2 000 euros de marchandises? Eh bien, ce BFR ne va pas changer parce qu'au niveau passif, on va avoir une dette fournisseur qui va augmenter de la même somme. Et si vous faites la différence entre ces chiffres-là et ces chiffres-là, eh bien, vous allez avoir la même chose, 3. Alors, on peut se poser la question à quel moment ce BFR va changer? Eh bien, au moment où on va payer cette dette fournisseur. Ici, au total, bien sûr, on va avoir plus 2 ici et plus 2 ici. Imaginez qu'on va régler cette facture de 2 000 euros. Ce qui va se passer, c'est que notre compte bancaire va se réduire de 2 000 euros. Et cette dette fournisseur va se réduire de 2 000 euros pareil. Donc, au passif, on va réduire tout ça, ce 2 aussi,
Et à l'actif, on va réduire la banque de 2000 euros. Et maintenant, si vous faites la différence entre ces chiffres-là et la dette fournisseur, vous trouverez plutôt un BFR de 5000 euros. Donc, ce changement de BFR est lié au délai de paiement accordé par le fournisseur. Et pareil, si un client vient de régler une facture, on va supposer à titre d'exemple une facture de 3000 euros. Ce qui va se passer au niveau du bilan, c'est que le compte client va se réduire de 3000 euros et la banque va s'augmenter de 3000 euros. Et à ce moment-là, si vous calculez la différence qu'il y a entre ces chiffres-là et la dette fournisseur, on trouvera un BFR de 2 au lieu de 5. Donc, ce qui a fait changer ce BFR, c'est le délai de paiement accordé au client. Bien, si je prends une page blanche, pour simplifier davantage cette réalité, je prends l'exemple d'une entreprise commerciale qui achète et vend des chaises sur le marché. On va supposer par exemple que cette entreprise dispose dans sa trésorerie de 32 000 euros, ou bien on va dire 32 euros. C'est juste un exemple. Si par exemple, dans le cas extrême où cette entreprise n'accorde aucun délai de paiement à ses clients, c'est-à-dire que les clients payent sur place tout de suite et que au même temps, cette entreprise paye ses fournisseurs tout de suite également. Alors, dans ce cas, pour cette entreprise, le besoin en fonds de roulement n'existera pas. Je vais vous expliquer ça d'une manière très simple. Vous avez ici un fournisseur qui vend des chaises et vous avez de l'autre côté des clients qui achètent ces chaises à l'entreprise. La situation actuelle de l'entreprise, c'est qu'elle possède ces 32 euros. Dans sa trésorerie, le compte fournisseur égale 0 et le compte client égale 0. Et donc, pour le moment, logiquement, le besoin en fonds de roulement égale 0. C'est la différence entre les créances clients et les dettes fournisseurs. Et puisque cette entreprise ne gère pas de stock, ne va acheter cette chaise qu'en cas de la demande du client. Si ce client, par exemple, commande une chaise d'une valeur de 20 euros, puisqu'il n'y a pas de délai de paiement, ce client va devoir payer cette chaise d'abord et ensuite cette entreprise va acheter cette chaise au fournisseur en payant tout de suite également. Et donc la chaise va être envoyée au client. Alors dans cette situation, c'est quoi le besoin en fonds de roulement? Eh bien ce BFR est toujours à 0, car malgré cette opération, on n'a pas de dette fournisseur et il n'y a pas de créance client. Et la trésorerie s'élève cette fois-ci à 42 euros. TR égale 42. Donc, vous voyez bien que, au travers de cet exemple très simple, que le besoin en fonds de roulement est lié au délai de paiement. On va prendre maintenant un exemple où il y a un délai de paiement. Bien sûr, aussi bien du côté fournisseur, mais aussi du côté client. Je vais remettre cette chaise à ce fournisseur, l'argent à l'entreprise et ce 20 euros à ce client. Imaginez cette fois-ci que cette entreprise a un stock de marchandises. On suppose d'abord que l'entreprise achète cette chaise pour la mettre en stock. Dans cette situation, si on suppose que dans ce stock, il n'y a que cette chaise achetée avec un délai de paiement, on va dire d'un mois. Alors dans ce cas, c'est quoi le BFR de cette entreprise? Pour savoir ce BFR, imaginez que vous avez ici notre bilan, vous avez ici le passif, ici l'actif. À l'actif, vous allez avoir un stock de marchandises de 10 euros. On suppose que le prix de la chaise est de 10 euros. Et au passif, vous avez une dette fournisseur de 10 euros, puisque ce fournisseur accorde à l'entreprise un délai de paiement d'un mois. Vous voyez bien que dans ce cas, l'actif circulant de 10 euros est égal à la dette fournisseur de 10 euros. Ce qui donne un besoin en fonds de roulement dans ce cas-là de 0. Imaginez cette fois-ci que ce client va commander cette chaise, donc l'entreprise va lui envoyer la chaise, mais pour payer cette chaise à 20 euros, l'entreprise accorde à ce client un délai de paiement de un mois par exemple. Alors toujours la même question, c'est quoi le BFR après cette opération? Pour cela, on va voir qu'est-ce qu'on a au niveau actif et qu'est-ce qu'on a au niveau passif de cette entreprise. À l'actif, il n'y a pas de stock de marchandises puisque la chaise est envoyée au client, mais par contre, il y a les créances clients de 20 euros. Donc vous avez client 20 euros. Et au passif, on a toujours cette dette fournisseur de 10 euros que l'entreprise n'a pas encore réglée au fournisseur. Alors dans ce cas, c'est clair, notre BFR
égale 20 moins 10, ça fait 10. Vous voyez que dans ce cas, ce délai de paiement accordé au client va générer ce BFR de 10 euros. Imaginez maintenant que cette entreprise règle sa facture au fournisseur, donc cette dette s'efface du bilan, ou bien en d'autres termes, la dette fournisseur égale 0 dans cette situation. Ça, c'est au niveau passif. Mais au niveau actif, on a toujours cette créance client de 20 euros. Dans ce cas, ce BFR va s'élever à 20. Vous avez à l'actif 20 euros de créance et au passif, on a 0 dette fournisseur. Quand est-ce que ce besoin en fonds de roulement va s'effacer? C'est au moment où ce client va payer sa dette de 20 euros à l'entreprise. Et donc la créance client va s'effacer, donc ça va devenir 0. Et le BFR, pareil, 0 moins 0, ça fait 0. D'une manière propre, ce 20 euros va rejoindre la trésorerie de l'entreprise. On va avoir une augmentation de la trésorerie de l'entreprise de 20 euros, ce qui donnerait 42 euros. Les créances clients, c'est 0 et la dette fournisseur, 0. Et dans ce cas, le BFR égale 0 également. Vous voyez bien que ce BFR est généré par les délais de paiement obtenus du fournisseur et accordés au client. Je vais schématiser un petit peu ce problème de besoin en fonds de roulement en partant du même exemple que j'ai illustré précédemment. L'entreprise, dans un premier temps, va acheter à crédit en fait des marchandises. On va dire que cette chaise-là est achetée et stockée par l'entreprise. Puisqu'il y a un délai de paiement accordé par ce fournisseur, le financement de cet achat ne génère pas de besoin en fonds de roulement puisque cet achat est financé par un crédit de la part du fournisseur. Et schématiquement, on peut avoir ici l'instant de l'achat. Et après cet achat, vous avez un délai de stockage. Et jusqu'à l'instant, il n'y a pas de besoin en fonds de roulement. Mais vous avez un deuxième délai ici qui est celui du fournisseur. Et l'opération d'après, c'est la vente de cette chaise qui est en stock à ce client. Dans cette transaction, il y a également un délai de paiement accordé par l'entreprise à ce client. Et ce délai, ça commence à la fin du délai de stockage à partir de ce point-là. On peut illustrer ça par cette flèche-là. Alors, d'après ce schéma, ça intervient quand le besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire, en fait, à quel moment cette trésorerie de l'entreprise va se réduire et créer un besoin en fonds de roulement dans l'entreprise. Eh bien, c'est à partir du moment où on va payer le fournisseur et en même temps attendre encore le paiement du client. Eh bien, vous voyez ce délai-là qui sépare entre ces deux flèches, c'est bien ce délai-là qui crée le besoin en fonds de roulement. Et donc là, l'entreprise va avoir un besoin en fonds de roulement qu'on peut très bien exprimer en jours au lieu de l'exprimer en termes d'argent. Alors, on va réfléchir un petit peu à ce schéma pour voir comment analyser la situation de l'entreprise par rapport à ce besoin en fonds de roulement. Pour bien saisir ce schéma, pour cela, pensez à avoir deux chronomètres en fait. Le premier chronomètre qui va enregistrer le temps de ces deux délais et un deuxième chronomètre qui va enregistrer le délai fournisseur. Le premier chronomètre, on va l'arrêter quand le client va payer et le deuxième chronomètre, on va l'arrêter au moment où l'entreprise paye le fournisseur. Et la différence entre ces deux chronomètres va générer notre besoin en fonds de roulement. J'espère que cette illustration est claire pour vous. En fait, durant cette période-là du besoin en fonds de roulement, l'entreprise va éprouver un manque d'argent lié au fait que l'entreprise a déjà payé le fournisseur, mais elle n'a pas encore reçu l'argent du client. Mais il faut savoir que cette illustration reste abstraite et c'est très difficile de savoir les différents moments où l'entreprise paye ses fournisseurs et les différents autres moments où l'argent est rentré à l'entreprise par les clients. Car cette illustration, ça concerne une seule opération d'achat. Mais imaginez la situation où l'entreprise va effectuer des milliers de transactions sur l'année. Ça deviendrait presque impossible d'enregistrer en fait ce besoin en fonds de roulement. C'est pour cela qu'on va recourir à une formule mathématique qui va indiquer d'une manière assez précise ce besoin en fonds de roulement de chaque entreprise. La formule est la suivante. Le besoin en fonds de roulement exprimé en jours
égale le besoin en fonds de roulement exprimé en termes monétaires divisé par le chiffre d'affaires de l'entreprise fois le nombre de jours de ce chiffre d'affaires. En général, c'est annuel, donc on multiplie par 360 jours pour avoir un besoin en fonds de roulement en termes de jours. Alors c'est clair que poser la formule de cette manière d'une façon brute n'aide pas vraiment à comprendre le sens des choses et le but de chaque élément dans cette formule. En fait, c'est simple, je vais vous l'expliquer d'une autre manière. Alors, ce BFR, on peut le calculer sur base d'un bilan. Ce chiffre d'affaires, on peut le trouver dans le compte de résultats. Ces données sont annuelles. En fait, on peut sortir cette formule à partir d'une simple règle de 3. Vous avez un chiffre d'affaires annuel qui correspond en fait à 360 jours. Et vous avez également un besoin en fonds de roulement annuel et on veut savoir combien ça constitue en fait ce besoin en fonds de roulement dans ce chiffre d'affaires, mais en ramenant cette proportion à 360 jours. Donc on arrive ici à une simple règle de 3 où notre X ici, ce qu'on cherche à savoir, c'est bien notre BFR en jours. Je peux l'écrire ici. Et donc, à partir de cette règle de 3, le BFR en jours est égal à BFR fois 360 jours divisé par le chiffre d'affaires. C'est bien ce qui donne cette formule qui permet de savoir le besoin en fonds de roulement exprimé en jours, d'une manière approximative bien sûr. Et pourquoi je divise par le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, c'est le volume des ventes. En fait, les ventes, c'est bien l'argent qui va venir des clients. Et à partir de cette formule, je calcule en fait le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire la proportion de cet argent que j'attends du client, représenté ici par ce chiffre d'affaires, après avoir payé le fournisseur. Et tout ça multiplié par le nombre de jours pour ramener cette proportion au nombre de jours sur l'année. En fait, le fait de diviser le besoin en fonds de roulement sur le chiffre d'affaires, je calcule simplement combien ça représente ce besoin en fonds de roulement dans ce chiffre d'affaires. Et ce calcul va vous donner en fait combien de besoins en fonds de roulement est enregistré par l'entreprise pour chaque euro de chiffre d'affaires. Et si vous multipliez cette proportion par le nombre de jours de l'année, vous convertissez cette proportion au nombre de jours du besoin en fonds de roulement. Vous pouvez également la multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. J'aimerais bien revenir un instant sur cette question de besoin en fonds de roulement. Si je prends une activité commerciale, on va repérer dans cette activité commerciale les délais suivants. Vous achetez d'abord les marchandises, donc on a un délai de stockage. On va représenter par cette flèche. Bien, mais vous avez aussi en parallèle de ce délai à partir du moment d'achat, un autre délai pour payer le fournisseur, que je vais représenter par cette deuxième flèche. Bien. Et puis après le stockage, on a un autre délai, c'est celui que l'entreprise accorde au client afin qu'il puisse régler sa facture. Bien, à partir du moment où l'entreprise paye le fournisseur jusqu'au moment où l'entreprise reçoit l'argent du client, l'entreprise éprouve un besoin d'argent. C'est bien cet écart-là qui représente le besoin en fonds de roulement. Bien, mais exprimé en termes temporels. BFR en jours par exemple. On dit en finance, le temps c'est de l'argent. Et là, on dispose d'une illustration pratique de cette expression. Je m'explique. Le but de l'entreprise, c'est de réduire au maximum ce BFR, voire même arriver à un BFR négatif dans le cas où on arrive à réduire ce délai client à un délai très court, voire même inexistant, dans le cas où le client règle ses factures sur place tout de suite. Et le fait d'avoir un BFR négatif, cela signifie que l'entreprise dispose d'une trésorerie très importante, alimentée par le fait que les clients payent leurs factures tout de suite, mais en même temps, pour payer le fournisseur, on dispose d'un délai très long. Un secteur d'activité qui est très connu par ce BFR négatif est celui de la grande distribution. Les entreprises dans ce secteur en général ont un pouvoir de négociation avec les fournisseurs pour avoir un délai très long pour payer leurs factures et en même temps les clients payent sur place leurs achats. Ce qui permet à ces entreprises de dégager un BFR négatif, c'est-à-dire une trésorerie très importante. Mais à quoi ça sert d'avoir un BFR négatif ?
Si par exemple, je suppose que cet écart qu'il y a entre le paiement du client et le paiement du fournisseur est de 60 jours par exemple, eh bien l'entreprise peut fructifier cet argent qu'elle va recevoir des clients pendant ces 60 jours jusqu'au moment où l'entreprise doit payer ses factures aux fournisseurs. Et donc placer cet argent pendant cette période-là pour recevoir une certaine somme d'intérêt. Bien sûr, en plus de leur marge réalisée sur les différents produits. Mais dans le cadre des autres entreprises qui doivent accorder un délai très long à leurs clients et donc avoir un BFR positif pour ces types d'entreprises, pour avoir l'argent tout de suite du client ici et disposer de l'argent avant même de payer le fournisseur, elles peuvent recourir à ce qu'on appelle l'escompte. Et dans ce cas, c'est l'inverse, c'est l'entreprise qui doit payer cet escompte soit au client, soit à la banque.